Connaissance, recherche, sciences, décisions mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Et donc ça va nous amener à la question de comment apprenons-nous quels sont les bénéfices liés à un comportement de santé, curatif ou préventif. Alors je vais commencer par la première explication, celle de l'incohérence temporelle. Prenons l'exemple de la vaccination, mais ça pourrait être l'exemple des moustiquaires ou ça pourrait être autre chose. Le coût de la vaccination, même s'il est très faible, vous devez quand même passer 1 heure ou 2 heures à attendre, ou d'ailleurs c'est pas 1 heure, mais il faut aller dans le camp de vaccination avec l'enfant qui pleure, il y a parfois un petit peu de fièvre, etc. après, et ces coûts ont lieu aujourd'hui. Or, les bénéfices auront lieu dans le futur. Dans le futur, l'enfant n'aura pas la rougeole. Un temps qui, en plus, comme pour une maladie, pour une action préventive comme la vaccination, est un temps un petit peu indéterminé. C'est non seulement dans le futur, mais à une date qui n'est pas très claire. Or, on sait aujourd'hui, d'après les travaux par exemple de Ted O'Donoghue et Matt Rabin ou David Leibson, que nous pensons, et cela vaut aussi bien pour vous et moi que les gens de Udaipur ou de partout ailleurs, nous pensons au présent et au futur de manière très très différente. En particulier, nous considérons les décisions présentes et les coûts et le bénéfice dans le présent sur le mode de l'impulsif, alors que les décisions futures sont prises alors que nous considérons le futur sur un mode beaucoup plus rationnel. Donc, en particulier, si vous réfléchissez, quand on met des gens à l'intérieur d'une machine, d'un scanner, ou plutôt d'une résonance magnétique, on les met dans une machine pour résonance magnétique et on regarde quelle partie de leur cerveau s'allume quand ils réfléchissent plutôt à une question qui engage le présent immédiat. Donc, ils réfléchissent à des arbitrages coûts-bénéfices immédiats versus des arbitrages coûts-bénéfices dans le futur. Pour les arbitrages coûts-bénéfices immédiats, c'est la partie émotive du cerveau qui s'allume, les mêmes parties qui s'allument quand on réfléchit à des questions d'amitié, d'amour, etc. Alors que quand on pense au futur, c'est la même partie qui est utilisée pour calculer, la partie plus logique de notre cerveau. Donc au présent, nous sommes impulsifs, dont les coûts engagés aujourd'hui nous paraissent élevés, parce qu'ils doivent être payés immédiatement, alors que dans le futur, les coûts engagés demain nous paraissent faibles par rapport aux bénéfices. Donc considérez par exemple de vacciner votre enfant, et vous pouvez faire le même calcul pour toute décision que vous avez à prendre dans le futur, par exemple, aller ouvrir un livret A, aller ouvrir un livret A, ça prend beaucoup de temps aujourd'hui parce que vous êtes très très occupé, mais la semaine prochaine, ça ira beaucoup mieux parce que vous serez beaucoup plus libre. De la même manière, vacciner votre enfant aujourd'hui, ce mois-ci, c'est très difficile parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais le mois prochain, il y aura toujours le camp, donc on pourra toujours faire le mois prochain. Tandis que si vous réfléchissez, parce que quand vous réfléchissez le mois prochain, vous comparez les vrais coûts, qui sont relativement faibles, aux vrais bénéfices, qui sont très élevés. Donc quand vous réfléchissez à la décision dans le futur, vous direz, oui, là c'est clair que les coûts sont très faibles et les bénéfices sont très élevés, donc je le ferai. Mais aujourd'hui, mes coûts sont très élevés et ils correspondent à peu près aux bénéfices, donc vraiment, ça ne vaut pas le coup. Mais évidemment, malheureusement, quand le futur arrive, il devient le présent et à nouveau, les coûts semblent élevés. Et c'est pourquoi une décision de ce type peut être en permanence repoussée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'enfant a 2 ans, n'a toujours pas eu la rougeole, donc voilà, ou alors il a eu la rougeole et c'est déjà trop tard. Et ceci pourrait être une explication pour le fait que la vaccination est toujours remise à plus tard, alors que, dans le même temps, si l'enfant a la rougeole, les mêmes parents qui ne l'ont pas vacciné seront prêts à dépenser beaucoup d'argent pour le soigner à ce moment-là. Parce que là, le coût est immédiat, c'est-à-dire si l'enfant n'est pas traité de sa rougeole, il est très malade aujourd'hui et il pourrait mourir aujourd'hui. Donc on voit le contraste, on voit bien que les parents sont prêts à dépenser des sommes énormes pour le soin de leurs enfants. Donc s'ils ne vaccinent pas leurs enfants, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Mais ce contraste permet d'expliquer. C'est-à-dire,
les bénéfices de la vaccination sont toujours remis à demain, alors que les bénéfices de l'antibiotique, les bénéfices perçus de l'antibiotique, sont immédiats. Or, si on est bien dans ce monde, dans ce type de monde où les gens ont ces préférences-là, un petit bénéfice qui compense le faible coût et qui est obtenu aujourd'hui, par exemple un sac de lentilles, peut convaincre les parents d'agir, puisque maintenant, on a un petit bénéfice et un petit coût qui sont tous les deux dans le présent. C'est-à-dire le sac de lentilles est pour aujourd'hui. Et donc, ces bénéfices et ces coûts s'ajustent, et donc on peut décider que oui, ça vaut le coup, allons donc vacciner l'enfant. Dans la plupart des pays développés, les vaccinations sont obligatoires. Et sont obligatoires dans des délais spécifiques. Dans le carnet de santé, il y a écrit les dates dans lesquelles on doit vacciner son enfant. Ces délais obligatoires jouent, si vous voulez, le même rôle. C'est-à-dire qu'on s'expose à des sanctions si on ne réalise pas, si on ne vaccine pas les enfants, et donc on est obligé de le faire. Donc, l'obligation dans les pays développés, finalement, puisqu'on considère que dans les pays développés, il est nécessaire d'obliger les gens à vacciner leurs enfants, dans ce cas-là, ça ne me paraît pas nécessairement choquant de dire, bien, nous allons récompenser un tout petit peu les vaccinations dans les pays en développement, puisque l'obligation serait beaucoup plus difficile à appliquer. De manière plus générale, dans un monde où l'incohérence temporelle est importante, des subventions comme les lentilles ou des contraintes comme c'est dans notre cas, où nous sommes forcés de vacciner nos enfants, peuvent être justifiées pour deux raisons et non pas seulement une. La raison traditionnelle qui est en termes d'externalité, c'est-à-dire le fait de vacciner mon enfant contre la rougeole protège aussi les autres enfants, puisque la rougeole est une maladie contagieuse. Donc, il y a un bénéfice à la société. Donc, on peut vouloir faire des choses à des gens qui n'ont pas envie de faire eux-mêmes. C'est le principe de l'obligation pour la vaccination, même pour des maladies qui aujourd'hui sont très rares, par exemple, où les gens voient un bénéfice privé très très faible, puisqu'il est peu probable qu'il l'ait, mais sociétalement, c'est très important que les gens restent vaccinés pour continuer à éradiquer cette maladie. Et puis, en plus de cette externalité, qui est l'argument traditionnel de santé publique, qui est évidemment toujours valable, il y a ce qu'on appelle les internalités, un néologisme un peu vilain, qui décrit le fait qu'elles nous permettent, que ces incitations ou ces obligations nous permettent d'adopter un comportement qui est finalement plus optimal dans notre propre perspective. Parce que si vous demandez à quelqu'un « Que voulez-vous faire le mois prochain ?», il vous dira forcément « Je veux vacciner mon enfant le mois prochain ». Donc la personne impulsive qui prend les décisions dans le présent floue toujours la personne rationnelle qui aimerait bien que son enfant soit vacciné. Donc soit une contrainte, soit des petites incitations dans ce monde permet aux gens de se rapprocher du résultat qu'ils auraient voulu pour eux-mêmes et pour leurs enfants de toute façon. Cela dit, si l'incohérence temporelle est le problème principal, les incitations ou les contraintes sont des possibilités d'aider les gens, mais ce ne sont pas nécessairement les seuls. Il y en a d'autres. Il y a ce que Richard Thaler et Cass Sunstein appellent le coup de pouce, ou nudging, pousser un tout petit peu dans la bonne direction, qu'il suffit d'enclencher le rôle, qui sont des techniques que nous connaissons bien pour être des techniques de marketing. Donc, mais pour pousser les individus à faire des choix qui leur semblent justes selon leur point de vue rationnel. Par exemple, ce qui est très populaire en ce moment, c'est des options par défaut. C'est-à-dire, quand vous devez prendre une décision, la décision qui est prise pour vous, si vous n'en sortez pas, c'est la bonne du point de vue d'un être patient. Alors, ça ne s'applique pas à la vaccination, mais ça pourrait s'appliquer à la vaccination. Par exemple, on pourrait décider que votre enfant, si vous l'emmenez dans un centre de santé, il est vacciné, sauf si vous y opposez. D'autres possibilités, par exemple, le sel a en général de l'iode, sauf si vous cherchez vraiment du sel sans iode, auquel cas vous pouvez avoir du sel sans iode. Mais c'est une décision donc par défaut, on prend plutôt la bonne décision pour éviter aux gens d'avoir à réfléchir pour faire la bonne chose. Donc ça, c'est une classe de mécanismes. Une autre classe de mécanismes, c'est d'aider les gens à s'engager à l'avance, à se comporter d'une certaine façon,
CCDI est parti, dans le futur. Et c'est ce qu'on appelle les dispositifs d'engagement ou de contrainte de soi-même. Un exemple, je vais vous donner un exemple intéressant qui est la question de la cigarette, qui est à la fois intéressant parce que ça montre bien comment les dispositifs d'engagement peuvent marcher, et aussi parce que la cigarette, il faut bien le dire, est une véritable épidémie de santé publique dans les pays en développement. Alors, la cigarette est précisément l'exemple où des individus conscients de leurs problèmes d'incohérence temporelle voudraient pouvoir forcer leur moi futur à arrêter de fumer. Donc on voudrait toujours une dernière cigarette aujourd'hui, mais rendre la cigarette illégale à partir de l'année prochaine. Alors pour faire cela, aux Philippines, une banque de microcrédit proposa à un certain nombre de fumeurs recrutés dans les marchés, dans la rue, pas forcément ses clients, un contrat qui s'appelle CARES, qui est finalement un contrat que les fumeurs font avec eux-mêmes. Alors, vous voyez, c'est un produit financier qui semble a priori absolument pas attirant, qui est le suivant. Vous ouvrez un compte d'épargne sans intérêt. Vous faites des dépôts réguliers sur ce compte à votre. Donc vous devez mettre au moins 50 pesos, ce qui est un tout petit dépôt, mais quand même un dépôt. Vous faites des dépôts réguliers à votre convenance. La banque encourageait les gens à mettre au moins à mettre le même argent dans leur compte que ce qu'ils auraient dépensé à fumer. Et vous vous arrêtez de fumer, et 6 mois plus tard, à une date non fixée, quelqu'un vient chez vous pour vous faire un test surprise de présence de nicotine dans vos urines. Et si vous fumez toujours, eh bien votre épargne est perdue. Donc évidemment, ce n'est pas un produit très très attirant. Hein. Personne ne souscrirait ce produit s'il ne souhaitait pas déjà s'obliger à s'arrêter de fumer. Et pour le vérifier, ils ont bien fait attention que des non-fumeurs n'avaient pas le droit du projet. Donc parce que sinon, pour les non-fumeurs, c'est pas mal, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui vient collecter votre épargne tous les jours, donc ça permet de rassurer. Mais pour des fumeurs, ça ne paraît pas vraiment une offre financière très, très favorable. Donc, le programme a été évalué dans le cadre d'une expérience aléatoire par 2 chercheurs, Dean Carlin et John Zinman, pour voir déjà si qui que ce soit prenait ce produit. Donc, le programme a été proposé à 780 fumeurs qui ont été choisis parmi 2000 fumeurs au hasard. Et ce n'est pas le produit financier le plus populaire de l'année, mais quand même, 83 des 780 fumeurs, donc 11%, ont accepté de souscrire à ce programme. 6 mois plus tard, tout le monde, tous les 2000 personnes, subit le test de contrôle. 11% des gens du groupe test, c'est-à-dire tous ceux à qui ces 781 personnes, hein, pas seulement ceux qui ont accepté de prendre le programme évidemment, avaient arrêté de fumer, et 8% du groupe de contrôle avaient arrêté de fumer. Donc la différence est de 3 points de pourcentage. Alors notez évidemment que pour savoir l'impact de ce programme, je ne pourrais pas comparer le nombre de ces fumeurs qui s'arrêtent de fumer. Parmi ces 83, je ne pourrais pas, parmi ces 83, regarder si le nombre qui s'arrêtent de fumer est comparé au contrôle. Puisqu'évidemment, parmi les 83 personnes qui ont accepté de prendre le programme, il y a des gens qui pensent qu'ils vont s'arrêter de fumer, sinon ils ne l'auraient pas fait, donc qui ont déjà vraiment la volonté de s'arrêter de fumer. Donc pour savoir l'impact qu'on vous propose le programme, cet impact est de 3 points de pourcentage. Et si nous considérons que tout cet impact est dû à ceux qui ont de fait pris le programme, on peut diviser ces 3 points de pourcentage par les 11 points de pourcentage de personnes qui ont souscrit au programme, et donc l'effet du programme ainsi estimé est de 30%. Donc prendre ce programme vous permet augmente la probabilité que vous arrêtiez de fumer de 30%. Donc c'est un programme qui n'est pas souscrit par beaucoup de gens, mais les gens qui le souscrivent, ça semble les aider quand même dans une mesure importante, puisqu'on passe de 8% d'arrêter de fumer à 38% pour les gens qui prennent le programme. Ainsi, par ce programme, nous avons la preuve que l'incohérence temporelle joue un rôle, mais par là même, nous avons aussi la preuve qu'au moins un certain nombre de gens ont conscience de ces problèmes de cohérence temporelle, puisque finalement, 11% des gens ont accepté de prendre avantage de ce produit financier qui n'était absolument pas avantageux
précisément parce qu'il voulait s'arrêter de fumer et il se rendait compte que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Des programmes très similaires, un programme très similaire auquel vous êtes peut-être familier, le programme White Watchers, qui met les gens ensemble et utilise la pression du groupe pour se donner finalement des punitions sous forme de honte dans son groupe si on ne réussit pas ses objectifs. Donc ça veut dire que les gens ont ces problèmes d'incohérence temporelle, mais ils ne sont pas naïfs, ils en sont conscients, au moins dans une certaine mesure. Et nous verrons la semaine prochaine qu'il y a bien d'autres exemples de exactement ce phénomène où les gens sont sujets à ce problème d'incohérence temporelle, mais comme ils le savent, ils prennent des mesures contre cela. Or, si les gens sont conscients de ces problèmes d'incohérence temporelle, dans ce cas-là, ils devraient être capables de s'organiser, ils ne devraient pas remettre sans cesse la vaccination à demain, puisqu'ils devraient savoir que, bien qu'ils considèrent le coût comme très important aujourd'hui et pas très important demain, ils devraient se rendre compte que demain, ce sera la même chose. Donc quelqu'un qui n'est pas entièrement naïf vis-à-vis de sa propre incohérence temporelle aurait probablement décidé de se prendre par la main et de le faire quand même un jour. Donc il me semble que cette explication en termes d'incohérence temporelle, si elle est intuitivement très parlante, ne rend pas entièrement compte des problèmes dont nous avons parlé. Donc, il nous reste la deuxième explication, qui est la question de le problème de la perception des bénéfices. Et en particulier, la faible demande et la forte sensibilité au prix des soins préventifs, ainsi que la demande importante et la volonté élevée de payer pour des soins curatifs, proviennent peut-être du fait que nous avons tendance, d'une part, à sous-estimer les bénéfices de la médecine préventive, et je dis nous parce que je pense que c'est aussi bien pour nous que pour les gens d'Inde ou du Kenya, et surestimer les bénéfices de la médecine curative. Alors pourquoi cela serait-il le cas ? Bien, s'informer sur sa santé est extrêmement difficile, en particulier pour les soins curatifs. La plupart des maladies s'en vont d'elles-mêmes. Finalement, quand vous avez la grippe, vous avez la grippe, puis après, si tout va bien, dans une semaine, vous n'aurez plus la grippe. Et donc, dans la mesure où la maladie s'en va d'elle-même, n'importe quel traitement paraît efficace. C'est-à-dire, si vous allez voir le médecin, et que le médecin a sa blouse blanche et prend immédiatement une décision et vous donne une dose d'antibiotiques, eh bien, vous irez mieux. Et donc, vous reviendrez le voir puisqu'il vous a guéri. Alors que si vous allez voir la jeune infirmière du centre de santé préventive et qu'elle vous dit « vous avez la grippe, vraiment je ne peux rien faire pour vous, mais je peux vous donner du Doliprane, ça ira mieux », eh bien, vous serez fâché parce qu'elle n'a rien fait pour vous, elle n'a pas pris une action. Donc, vous n'attribuerez pas votre guérison à ce manque d'action, alors que puisqu'elle n'a rien fait, donc ce n'est pas elle qui vous a guéri. Vous attribuerez par contre votre guérison à la dose unique d'antibiotiques que le médecin privé vous a donnée. Donc cela explique pourquoi il y a une demande, une forte demande pour le médicament, même dans les cas où il n'est pas prescrit, parce qu'il est impossible pour chaque personne de se faire lui-même la biologie et la statistique nécessaires pour comprendre ce qui se passe. Notez que le médecin privé qui n'est pas régulé, qui n'a pas de diplôme, souvenez-vous, de médecin, n'a pas un intérêt à vous donner plutôt ce que vous demandez plutôt que ce qu'il faudrait, puisque, après tout, il maximise ses revenus. Pour les soins préventifs, donc ça c'est pour les soins curatifs, explique la très forte demande de soins. Pour les soins préventifs, eh bien, ils empêchent une maladie d'apparaître. Et donc vous n'observez pas la maladie. Donc votre enfant est en bonne santé, vous le vaccinez, mais il reste en bonne santé. Donc aucun lien de causalité directe n'est établi entre le vaccin et le fait de ne pas être malade. Les externalités rendent les choses encore plus compliquées, puisque le fait que vous soyez vacciné vous rend les enfants des autres moins malades, et ça évidemment sont des bénéfices que vous ne percevez pas du tout. Donc étant donné cela, on ne peut pas il est nécessaire d'informer les gens, il faut un discours public sur la médecine préventive. Alors, nous allons maintenant discuter d'un certain nombre d'expériences d'information sur la médecine préventive, avec 3 leçons
3 conclusions sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus en détail dans le quart d'heure qui vient. La première est qu'une information bien ciblée est utile, mais des incantations générales, faire de bonnes choses, ne le sont pas. C'est-à-dire les gens vont utiliser de l'information qu'ils n'ont pas et sur lesquelles ils peuvent agir, mais n'utiliseront pas de l'information trop générale. Deuxième conclusion, l'éducation générale, simplement aller à l'école, nous en parlons hier, fait partie de la politique de santé publique. La semaine dernière, nous avons vu que la santé publique faisait partie de la politique d'éducation, et aujourd'hui, nous rendons la politesse à l'éducation. Troisièmement, l'apprentissage est possible par l'action, sa propre expérience, et par l'exemple des autres. Donc pour le premier point, je voudrais parler de la prévention du sida. Et en particulier de la prévention du sida auprès des jeunes. Dans les efforts de prévention du sida, la jeunesse est souvent considérée comme une fenêtre d'opportunité ou une fenêtre d'espoir, puisque les jeunes n'ont pas encore le sida et leurs comportements sexuels, etc., ne sont pas encore fixés, donc ils sont plus faciles à modeler. Donc dans de nombreux pays qui ont bien réussi à résorber la propagation du sida, par exemple en Ouganda, les jeunes ont été une cible privilégiée, en particulier par l'école. Donc nous allons ici regarder la réponse du gouvernement Kedia, qui a aussi mis en place des procédures d'éducation à l'école. Donc, comme dans plusieurs pays, le programme de prévention du sida à l'école est le résultat d'un consensus. L'UNICEF a favorisé ce consensus, a aidé, mais au Kenya implique les églises de tous bords, etc. Et le résultat, c'est qu'il est basé sur un message qui est populaire en Afrique de l'Est, qui est le message ABCD, populaire dans les différents programmes d'Afrique de l'Est, qui est aussi en Ouganda, en Tanzanie, etc. ABCD, c'est abstain, abstinence, be faithful, fidélité, use a condom, préservatif, or you die. Donc dans l'ordre de préférence, évidemment. Dans les écoles, l'accent est mis sur l'abstinence. Dans les écoles primaires et au niveau du collège, jusqu'à la 3e, l'accent est mis sur l'abstinence. Et puis ensuite, si vraiment l'abstinence n'est pas possible, la fidélité à un partenaire. Et si vraiment ce n'est pas possible, l'utilisation du préservatif. Le discours de santé publique au Kenya choisit de mettre l'accent sur l'évitement complet du risque, puisqu'évidemment, la politique qui est 100% efficace, c'est évidemment l'abstinence. Donc c'est l'évitement absolu du risque. Or, dans tout problème de santé publique, en particulier de programme de prévention des risques, il y a un choix à faire entre mettre l'accent sur l'évitement complet du risque versus la réduction du risque. L'évitement complet, donc si on arrive de fait à persuader les enfants, les adolescents, que l'abstinence est la meilleure manière de se comporter, mais ils seront complètement hors de danger. La réduction du risque est plutôt c'est plutôt l'accent sur les préservatifs, par exemple, c'est de changer leur comportement de manière qui est peut-être pas 100% efficace, mais qui est peut-être plus facile à atteindre. Donc on pourrait penser à se mettre n'importe où dans cet axe, entre un axe complètement de prévention totale versus de réduction. Et le message ABCD, évidemment, est un message entièrement fondé sur l'évitement. Alors, nous avons travaillé avec le gouvernement du Kenya et une ONG kenyane et un docteur kenyan pour comparer la stratégie habituelle, donc pure réduction du risque, et une stratégie de réduction, évitement versus réduction. Donc, en principe, le programme ABCD de formation d'éducation contre le sida est en place dans toutes les écoles, mais en pratique, les professeurs ne l'enseignent pas parce qu'ils n'ont pas reçu de formation et donc ils sont très très mal à l'aise vis-à-vis du matériel. Donc, sans formation, le programme n'est pas enseigné. Donc, bien que le programme soit en place partout, il n'y a pas d'enseignement. Donc, le gouvernement a une cellule de formation des professeurs, mais progresse très lentement d'une école à l'autre pour progressivement former tout le monde.
Donc ça fait plusieurs années et ils continueront progressivement. Donc ce que nous avons fait, c'est puisque cette formation est de toute façon faite de manière très progressive, dans une région, travailler avec le gouvernement et une ONG pour faire que cette progression se fasse dans un ordre aléatoire, ce qui nous permet de comparer des écoles où les enseignants ont déjà été formés avec des écoles où ils seront formés l'année suivante. Donc nous avons choisi 370 écoles où le programme aura lieu sur une période de quelques années et 183 écoles pour le faire immédiatement. Donc l'ONG a organisé le lieu, etc. pour la formation, mais les formateurs étaient les formateurs du gouvernement. Par ailleurs, dans 35 de ces écoles et 35 de ces écoles-là, ICS, l'ONG, a organisé, avec les conseils de Pascaline Dupas, qui faisait partie de l'équipe de recherche, un programme qui était centré sur la réduction du risque. Donc, pour comparer, contraster avec le programme d'évitement complet du risque. Et c'est le programme qu'on appelle Sugar Daddy. Donc, je pense que c'est clair, papa sucre, papa gâteau peut-être. Donc, beaucoup d'adolescentes au Kenya, et c'est un phénomène qui est en tout cas partout en Afrique de l'Est, ont des relations sexuelles avec des adultes plus âgés, qu'on appelle les sugar daddies. Elles sont plus ou moins transactionnelles, ce n'est pas de la prostitution, mais elles sont plus ou moins transactionnelles, c'est-à-dire le sugar daddy, qui lui-même en général est marié, peut-être paye les frais d'inscription, donne des petits cadeaux, des robes, etc. à la jeune fille. Les relations sexuelles intergénérationnelles sont évidemment un des facteurs majeurs de propagation de l'épidémie, puisque ces hommes qui sont beaucoup plus souvent positifs transmettent l'infection aux filles qui la transmettent aux camarades de leur âge. Donc le taux de contamination des filles de 15 à 19 ans est 5 fois supérieur à celui des garçons du même âge, et ce taux est lui-même à peu près celui des hommes de 25 à 35 ans. Donc, ces relations sexuelles intergénérationnelles sont vraiment un très très gros problème pour la transmission du sida, et la transmission du sida serait nettement diminuée s'il y en avait moins. Mais les jeunes filles, il se trouve, nous l'avons vu dans une enquête initiale, ne sont absolument pas au courant de la différence entre les taux de contamination des jeunes gens et des hommes plus âgés. Elles considèrent même que les jeunes gens sont dangereux, puisque dans leur livre de sida, on leur dit l'ennemi, c'est la personne dangereuse, c'est le jeune homme qu'on rencontre dans une discothèque, etc. Et elles perçoivent ces sugar daddy comme des gens sérieux, qui sont fidèles à leur femme et à elles-mêmes, et qui donc ne sont pas risqués. Par ailleurs, si elles deviennent enceintes, elles savent aussi que le sugar daddy pourra s'occuper de l'enfant, alors qu'un enfant de leur âge serait incapable. Et donc, c'est des relations qui, du point de vue du risque d'être enceinte, qui est très important pour ces jeunes filles, sont moins graves. Donc, ce qu'a fait l'ONG, c'est très simple, c'est une intervention d'une demi-heure, 45 minutes, qui commençait par une projection d'une vidéo de l'UNICEF que l'UNICEF a préparée sur les sugar daddy, où c'est une petite histoire où une jeune fille réussit à échapper à son sugar daddy, etc. Et des statistiques, simplement montrer des statistiques de contamination des hommes plus vieux et des jeunes gens, et des filles et des femmes plus âgées, qui est à peu près similaire à ceux des filles. Alors, donc, voilà nos deux programmes. Réduction du risque complète, tout le monde est dangereux, ABCD, versus évitement du risque complet versus réduction du risque dans le programme Sugar Daddy. Alors, quels sont les résultats? Alors, petite parenthèse, comment savoir le résultat d'un programme de ce type? Alors, ce qui est en général fait, puisque les enfants ne sont pas encore, même s'ils ont des comportements risqués, les taux de contamination du sida, après 3 ans ou 5 ans, seront heureusement encore extrêmement faibles. Donc, comment savoir si le programme a été efficace? Alors, ce qui est fait en général, c'est de poser des questions aux enfants à la fin, de leur poser des questions sur leur connaissance d'abord, puis sur leur comportement. Le problème de n'utiliser que des questionnaires comme ça sur le comportement, c'est que les jeunes gens peuvent avoir appris qu'il vaut mieux qu'ils racontent qu'ils utilisent des préservatifs et que de toute façon, ils n'ont pas de relation sexuelle avec qui que ce soit, que le contraire, même s'ils ne le font pas en réalité.
Donc il faudrait une mesure objective du comportement sexuel, de comportement sexuel à risque, qui ne soit pas le sida. Alors il y en a une simple à collecter, simplement de savoir si les jeunes filles sont enceintes. Ce qui est si vous prenez une génération vous allez voir les résultats, il y a beaucoup de jeunes filles qui tombent enceintes à l'âge de 14, 15, 16, 17 ans. Donc c'est le même type de comportement évidemment qui conduisent à avoir le sida et qui conduisent à être enceinte, pas seulement, mais beaucoup dans ces générations-là, c'est-à-dire des rapports sexuels non protégés. Et si on passe à l'utilisation des préservatifs ou qu'on a moins de rapports sexuels, évidemment, on a moins de chances d'être enceinte. Donc, ce sera une de nos mesures ce sera notre mesure finale de succès, si vous voulez. Réduction souhaitable. La réduction est souhaitable en soi. Alors, les résultats. D'abord, sur la formation des professeurs dans le programme ABCD. Bon, heureusement, les professeurs formés ont de fait de plus souvent des discussions sur le sida dans leur classe, donc c'est bien. Par contre, la formation a eu peu d'impact sur les connaissances. Elle a eu peu d'impact sur les comportements déclarés et elle n'a eu aucun effet sur le nombre de grossesses dans les 3 années, puis les 5 années suivantes. Donc c'est le nombre de grossesses ou d'enfants. 14% des filles qui, à l'époque du premier survey, ont entre 13 et 15 ans, 14% de ces filles ont un enfant après 3 ans, donc entre 16 et 18 ans. Et il n'y a absolument aucun changement avec le programme. Et après 5 ans, on est passé à 30%, aucun changement avec le programme. Donc ce n'est pas un programme qui a eu du succès. Il y a eu d'autres, je dois dire qu'il y a peu de programmes qui ont collecté ainsi les grossesses, mais il y a eu d'autres programmes qui ont été évalués en utilisant les comportements déclarés. Et essentiellement, toutes les évaluations, il y en a eu au Mexique, il y en a eu en Tanzanie, il y en a eu dans d'autres pays, toutes les évaluations qui ont été faites par différentes équipes de programmes similaires, centrés sur l'évitement du risque, ont eu les mêmes résultats. Dans un domaine complètement différent, Michael Kremer et Edward Miguel ont essayé de faire des campagnes d'information toujours sur le déparasitage, donc pour éviter les vers, porter des chaussures, pour éviter la bilharziose qui passe par les marigots, ne nagez pas dans le lac Victoria, etc. Il n'a eu aucun effet ni sur la probabilité des enfants d'avoir des chaussures, ni sur le fait qu'ils allaient dans le lac pour pêcher. Alors maintenant, comparons cela avec le programme Sugar Daddy. Alors le programme Sugar Daddy a donné lieu à une diminution reportée de l'activité sexuelle et une augmentation, en fait pas de diminution, même une légère augmentation avec des partenaires plus jeunes, mais en utilisant, c'est reporté, mais c'est en utilisant des préservatifs. On a vu aussi, et le résultat, donc ça c'est ce que les gens rapportent, qu'est-ce qui est vrai en réalité? Eh bien, il semble que ça ait de fait marché, puisqu'on voit après 1 an, ce sont les résultats après 1 an, une réduction forte du nombre de grossesses, de 5,4% à 3,7%, ce qui est fort en termes proportionnels, et encore plus fort pour les taux de grossesse avec des partenaires plus âgés, qui est évidemment ce qu'on cherche à éviter, de 2,4 à 0,79%, donc ça correspond à une baisse de 67% des taux de grossesse. Donc, vous voyez le contraste entre tout le monde est dangereux, surtout ne fais rien, ne sors pas de chez toi, qui est un message qui n'est pas extrêmement utile pour les adolescents finalement, à un message qui est méfie-toi des sugar daddies, leurs taux d'infection sont plus élevés, qui réduit très nettement finalement le comportement le plus risqué possible, ce qui est les relations sexuelles intergénérationnelles. Donc c'était mon premier point. Les messages généraux sont moins utiles que des messages spécifiques sur lesquels les gens peuvent vraiment agir. Deuxième point, l'éducation est une politique de santé. L'éducation, tout simplement, l'éducation, apprendre à être à l'école plutôt qu'être ailleurs, et aussi apprendre à lire et apprendre d'autres choses. Donc ça, c'est le miroir de la santé est une politique d'éducation, de considérer les deux ensemble. Toujours dans les mêmes groupes d'écoles, qui décidément nous a beaucoup servi pour faire des travaux sur la prévention du sida,
ICS a distribué, avec des financements d'une ONG anglaise, Partnership for Child Development, des uniformes en classe de 6e et 4e. Si vous étiez la semaine dernière, on l'a déjà vu, c'est des uniformes, c'est nos mêmes uniformes dans les mêmes écoles. L'abandon scolaire passa, si vous vous en souvenez, pour les filles de 18 à 12%, l'abandon scolaire 3 ans plus tard. Et le nombre de filles enceintes changea aussi. On est passé, souvenez-vous, ce sont les résultats de Teacher Training, 14% après 3 ans, et dans le groupe des uniformes, 10%. 30% après 5 ans, et dans le groupe des uniformes, 26%. Donc à la fin, évidemment, les filles décident de se marier, d'avoir un enfant, c'est normal, mais au lieu de l'avoir à 14, 15, 16 ans, elles l'ont plus tard. Et elles en ont toujours un peu moins, puisqu'elles n'ont pas rattrapé, si vous voulez, le retard. Elles ont progressé au même taux entre de là et là, mais elles ont toujours moins d'enfants. Donc l'éducation est elle-même une politique de santé. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est qu'une jeune fille au Kenya, si elle n'est plus à l'école, elle n'a pas de statut. Elle est dans sa famille, elle doit aider un petit peu, elle n'a pas vraiment de rôle, de place. Donc à ce moment-là, les jeunes filles, ce qu'elles nous disent, elles préfèrent se marier, sortir complètement du système, et donc ont beaucoup plus de chances d'avoir un enfant très très tôt. Troisième chose dont je voulais parler, l'apprentissage par l'action et par l'exemple. Alors, au-delà du rôle de l'information, les habitudes peuvent jouer un rôle. Simplement, s'habituer à faire un certain comportement, à avoir un certain comportement, peut vous pousser à continuer à l'avoir dans le futur, soit par la simple force de continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire, soit parce qu'on apprend les bénéfices en les expérimentant sur soi-même. Donc pour regarder si c'était le cas, Pascaline Dupas a réalisé une expérimentation avec des moustiquaires au Kenya. Ce n'est pas la même que celle d'avant. C'est une expérimentation qui n'utilise pas les centres de santé et la prévention et les mères enceintes, mais qui simplement distribue des bons aux gens, des bons de réduction pour l'achat d'une moustiquaire. Ce sont toujours des moustiquaires imprégnés qui donc protègent de la malaria. Le prix réel de ces moustiquaires est d'à peu près $5. Et Pascaline Dupas a choisi 644 foyers et distribué des bons de réduction pour faire diminuer le prix de la moustiquaire entre 0 et $3,8. Donc tout le monde qui participait recevait un avantage, mais la taille de l'avantage variait. Donc ça, on est habitué maintenant. Vous allez voir que les gens ont plus de chances d'acheter une moustiquaire, ou de se procurer une moustiquaire si elle est gratuite, il suffit qu'ils aillent la chercher avec leur bon, que s'ils doivent payer même une petite somme, toujours inférieure au prix. Et donc on a une forte baisse entre 90% d'achats à 0 et 11% à $3. Et la baisse commence même à un prix relativement faible, de 98% à 59% quand on passe de 0 à peu près $1. Deuxième chose, c'est une question qui est aussi importante, c'est est-ce que les gens utilisent aussi autant leur moustiquaire quand elle est payante que quand elle est gratuite. Donc, si ça vous amuse peut-être, parce que si on a une moustiquaire et toujours une moustiquaire, donc ça pourrait être une question, ça pourrait ne pas vraiment être une question, mais il se trouve que c'est une question de politique de santé extrêmement agitée en ce moment, qui donne lieu à toutes sortes de débats, puisque de la perspective conventionnelle, qui est que oui, si on a une moustiquaire, on l'utilise, à moins qu'on n'ait pas vraiment la place ou comme ça. Donc le prix d'achat de la moustiquaire ne devrait pas influencer l'utilisation. À cela, il y a deux objections qui sont faites par les tenants du marketing social, ce qu'on appelle le marketing social, qui est qu'on doit subventionner les moustiquaires, c'est-à-dire les vendre plutôt pour $3 que pour $5, mais pas les donner. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que les donner
induirait des gens qui n'en ont pas vraiment besoin à venir en chercher une de toute façon au cas où, et puis finalement cette moustiquaire ne serait pas utilisée. Et la deuxième, c'est que le simple fait de payer pour un bien peut vous le rendre plus précieux. Et en particulier pour un bien comme une moustiquaire où vous n'êtes pas vraiment sûr si le bien est utile ou pas, finalement on vous le propose. Si on vous le donne pour rien, ça doit être que ce n'est pas si utile que ça. Donc avoir payé rendrait le bien utile. Donc, cette expérience nous montre que, en tout cas pour le cas des moustiquaires, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Cette expérience d'ailleurs a été répétée dans de nombreux contextes. Donc, cet argument, ça conduirait plutôt à dire, non, il faut donner les moustiquaires, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui en obtiennent. Or, plus il y a de moustiquaires dans une région, mieux c'est, puisque les moustiques finalement meurent de faim et s'en vont, au moins s'en vont. Donc il est important que le taux de couverture, ce qu'on appelle le taux de couverture effectif, soit le plus élevé possible. Pour cela, il vaut mieux donner les moustiquaires que les subventionner, puisqu'on a plus de moustiquaires. Mais pour cela, évidemment, ça implique que les gens les utilisent bien. Or, il semble bien que les gens les utilisent bien. À cela, on pourrait rétorquer, et certains l'ont certainement fait, ah oui, mais si vous commencez à donner les moustiquaires, les gens vont s'habituer à ce que vous leur donniez des moustiquaires et ne voudront jamais payer pour des moustiquaires. C'est une possibilité. On pourrait répondre, on pourrait faire l'argument opposé, qui est de dire, non, parce qu'une fois qu'ils auront une moustiquaire, ils l'utiliseront, et l'ayant utilisé, ils se rendront compte des bénéfices, et finalement, quand vous arriverez avec une moustiquaire que vous vendrez, disons, pour 100 shillings, eh bien, vous aurez plus de gens qui accepteront de la prendre. Et donc, c'est ce que cette expérience réalise, c'est-à-dire, quelques mois après avoir rendu visite à ces gens et offert des moustiquaires à ces prix différents, elle est repartie avec son ONG qui s'appelle Tam Tam, Together Against Mosquitoes, Together Against Malaria. Elle est revenue et elle a proposé à chaque famille une moustiquaire pour 100 shillings, donc le prix moyen, encore très subventionné, mais ce n'est plus zéro. Et donc maintenant, on se pose la question, est-ce que les gens ont appris attendent maintenant qu'on leur donne la moustiquaire gratuitement et ne veulent pas autrement l'acheter, ou est-ce qu'au contraire, avoir essayé, c'est l'adopter. Eh bien, vous voyez que, voilà les moustiquaires, quand elle coûte 100 shillings, donc c'est la deuxième moustiquaire des gens, donc ils n'ont pas forcément besoin d'une deuxième moustiquaire, donc tout le monde n'en prend pas, mais le taux auquel les gens prennent les moustiquaires, donc traitement c'est gratuit, et 9% c'est si les gens ont dû payer. Donc c'est 0 quand la moustiquaire est gratuite versus quand la moustiquaire est payante, n'importe quel prix. Et donc quand la moustiquaire est gratuite, les gens ont 2 fois plus de chances d'acheter la deuxième que quand la moustiquaire est payante. Donc il y a plutôt un effet d'apprentissage de la valeur de la moustiquaire que d'apprentissage de sa non-valeur. À cela, on pourrait rétorquer, ah oui, ces ménages-là, oui, mais les autres, ceux à qui vous essayez de faire payer vos moustiquaires ou ceux à qui une autre ONG essaye de payer ses moustiquaires, eux, ils vont attendre qu'on leur donne pour rien, et dans ce cas-là, ils en prendront moins. Contre cet effet, il y a l'effet opposé qui est, plus vous avez d'amis qui ont des moustiquaires, plus vous vous rendez compte que ça peut servir d'avoir une moustiquaire. Donc à nouveau, une question empirique, on ne sait pas. Est-ce qu'avoir plus d'amis qui ont reçu des moustiquaires gratuites vous fait acheter plus facilement une moustiquaire si vous devez payer vous-même, ou moins facilement? Donc voilà le résultat. Donc ça c'est est-ce que vous prenez vous-même une moustiquaire, la première moustiquaire? En moyenne, 50% des gens achètent leur première moustiquaire. Et en moyenne, parmi les voisins des gens, 33% des gens l'ont eu gratuitement. Et ça, ce serait ce qui se passerait si tout le monde recevait une moustiquaire gratuitement. Donc si on passait de 33% à 100%, eh bien les gens utiliseraient plus de moustiquaires. Et on estime ça en estimant la probabilité d'acheter votre moustiquaire en fonction du nombre de vos voisins qui ont une moustiquaire. Je voudrais conclure de tout ce que nous avons appris aujourd'hui en parlant des implications de ce que nous avons vu aujourd'hui en termes de politique économique.
La première implication qui est très importante, c'est que le marché, dans une situation de santé où l'apprentissage est difficile, le marché ne conduit pas naturellement à une situation où la médecine préventive est offerte ou demandée. Il y a donc un danger, évidemment, d'une privatisation. Quand on voit la situation du système du secteur public en Inde, par exemple, une réponse qu'on entend souvent, c'est « il n'y a qu'à tout privatiser ». Et on voit bien que dans un domaine où il y a un problème de santé publique, et en particulier de médecine préventive, ce n'est pas possible. Une autre chose sur laquelle ça pointe, c'est que les fonds d'action sociale qui sont très populaires aux États-Unis, qui essayent de créer des marchés là où il n'y en a pas, et en particulier d'essayer de faire payer les gens pour, par exemple, faire payer les gens pour des moustiquaires, assez pour rendre les moustiquaires rentables. On voit bien qu'il y a une illusion, dans le sens où, comme il n'y a pas de demande latente pour ces biens-là, tant qu'il n'y a pas de demande latente pour ces biens-là, il faut les introduire d'une manière dont il faut accepter de perdre de l'argent en le faisant, simplement parce que c'est pour le bien public. Et de la même manière, nous ne pourrons pas nous reposer seulement sur les collectivités locales pour imposer que la médecine préventive soit offerte et surtout soit demandée. Deuxième conclusion, la qualité des soins dépend de la demande sous-jacente. D'abord parce qu'en l'absence de demande, en l'absence de demande pour services préventifs et en présence de demande pour une médecine curative, comme on l'a vu en Inde, un secteur privé dangereux émerge s'il n'y a pas de confiance dans l'État, soit pour réguler le secteur privé, comme c'est le cas par exemple en France, où il y a un secteur privé qui est tout à fait bénéfique parce qu'il est régulé, soit pour offrir directement les soins de santé. Si cette confiance-là est perdue, eh bien, il est extrêmement difficile d'avoir un secteur privé de qualité parce qu'il n'émergera pas par le marché et parce que, comme on l'a vu dans le cas des infirmières en Inde, eh bien, il est très difficile de maintenir une politique par le haut s'il n'y a pas un support par le bas aussi. Donc, pour assurer la qualité du service public, les soins de bonne qualité doivent devenir une revendication politique. Dernière chose, un effort fourni ou régulé par des services publics et surtout financé publiquement est essentiel pour favoriser le développement de la santé préventive. Donc, il y aura un besoin d'action publique à ces deux niveaux. Deuxième conclusion, deuxième grande conclusion, comment favoriser un changement de comportement? Alors, on l'a vu, à court terme, les prix, positifs ou négatifs, sont importants. Donc, nous devons fixer ces prix de la manière qui nous permette de faire le plus possible. En particulier, une subvention totale de soins préventifs de qualité et de produits de santé peut être nécessaire pour des produits comme, évidemment, comme la vaccination, les moustiquaires, etc. On a un certain nombre d'organisations internationales et d'ONG insistent maintenant sur la durabilité en termes de durabilité financière. Donc l'idée, c'est qu'il faut faire payer aux gens, non seulement pour les raisons que j'ai exposées, mais aussi parce qu'il est important qu'il y ait que des fonds générés par les individus eux-mêmes permettent que le projet reste pérenne, assurer la pérennité du projet. Or, assurer la pérennité du projet, on l'entend beaucoup, mais il faut réfléchir, il faut regarder ça d'une manière froide et se dire, est-ce que faire payer les gens, est-ce que c'est vraiment rentable? Or, dans les 3 exemples qu'on a vus aujourd'hui, il se trouve que faire payer les gens coûte plus cher en termes de bénéfices, rapportés aux bénéfices, que de ne pas les faire payer. Je m'explique. On voit ici le coût, par exemple pour les moustiquaires, le coût par vie sauvée. Donc ça, c'est le coût par vie sauvée, $284 estimé par vie sauvée quand les moustiquaires sont distribués gratuitement et quand on donne une subvention de 90%, ce qui est en général le type de subvention auquel on pense. Alors comment ça se fait qu'il coûte plus cher par vie sauvée de donner les moustiquaires que de les recevoir gratuitement, que de les faire payer un petit peu? La première chose, c'est que de faire payer coûte de l'argent, en fait, et que donc on ne reçoit pas tous les sous qu'on demande des gens. Mais la deuxième chose plus importante, c'est les externalités dont on a parlé. C'est-à-dire le fait que j'ai une moustiquaire vous protège aussi. Pour les moustiquaires, il y a en plus des seuils qui fait qu'on veut une couverture effective qui soit la plus importante possible. Et que si on a très peu de moustiquaires,
l'effet où les moustiques s'en vont et vont ailleurs n'est pas là. Donc, finalement, il vaut mieux donner le plus possible de moustiquaires que se priver d'un certain nombre de moustiquaires parce que l'élasticité est forte, parce que là, on ne bénéficie pas de ces effets de seuil. Deuxième exemple, la vaccination. Il y a un coût fixe à venir dans le village pour vacciner les enfants. Donc, plus vous vaccinez d'enfants, mieux c'est. Or, avec le fait que vous avez plus de chances de vacciner votre enfant si vous avez 1 kilo de lentilles et qu'il y a aussi beaucoup plus d'enfants qui viennent des villages environnants, le coût par vaccination avec lentilles est de $28 et sans lentilles, $56. Donc il coûte plus cher de ne pas donner quelque chose aux gens que de donner quelque chose aux gens. Troisième exemple, et je vous assure que j'ai pris tous les exemples que j'avais, donc ce ne sont pas des exemples construits. Troisième exemple, pour le déparasitage intestinaux, même mécanisme. Il y a un coût fixe à venir dans l'école, donc plus on déparasite d'enfants, plus ce coût fixe est amorti. Donc, il faut utiliser les prix sans nécessairement, et ne pas avoir peur du gratuit, même si on a cette idée, oh, mais il faut que nos actions soient pérennes, il faut faire payer les gens. Ce n'est pas forcément rentable de faire payer les gens, si on regarde la rentabilité en rapport avec les bénéfices. Deuxième chose, les incitations ou les contraintes sont efficaces pour renforcer un comportement préventif. Et donc, on pourrait utiliser les subventions croisées en faveur d'un comportement de santé. Par exemple, l'OMS et l'UNICEF distribuent des moustiquaires pendant les campagnes de vaccination contre la rougeole. Finalement, et je m'arrêterai là-dessus, l'information à plus long terme, dans le court terme, utilisons les prix. Dans le long terme, essayons de comprendre comment informer au mieux au sujet de la médecine préventive. Nous devons trouver des moyens efficaces de communiquer de l'information. Ici, il y a 3 points. La crédibilité est fondamentale. Or, les États la gaspillent souvent en essayant de faire d'autres choses, en utilisant leur crédibilité pour faire d'autres choses. Par exemple, en essayant de persuader les gens de se stériliser. Deuxième point, il est important de se concentrer sur une information sur laquelle on peut agir. Par exemple, le programme Sugar Daddy est plus efficace que le programme ABCD. Troisièmement, et ça on n'en a pas parlé, mais je pense qu'il y a des données là-dessus qui viennent surtout de programmes non expérimentaux. Il est utile d'exploiter les masses médias, et c'est d'ailleurs fait dans les pays riches, comme la télévision. Par exemple, au Brésil et en Inde, on a pu montrer, avec la progression de la télé par câble, que la télévision et les feuilletons sont associés à une réduction de la fertilité. Parce que les personnes de ces films ont moins d'enfants, donc les gens réduisent leur fertilité. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie.